Bonjour, je suis Xavier Soury, je suis responsable du Club Phoenix, qui est le réseau des partenaires de l'Université de Caen-Normandie. Bienvenue à tous. Juste un petit mot sur le Club Phoenix et ce à quoi il donne droit, et puis très rapidement, et puis je donnerai la parole à notre enseignante chercheuse qui va faire la masterclass aujourd'hui, qui est à côté de moi, Clara Aoun. Voilà. Donc, le Club Phoenix, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau des partenaires de l'université qui comporte 4500 partenaires publics et privés. On est partenaire à partir du moment où on prend au moins un stagiaire, un alternant, à partir du moment où vous envoyez un de vos salariés en formation continue au sein d'une des formations de l'université de Caen, que vous ayez aussi un contrat de recherche ou versiez la taxe d'apprentissage, qui d'ailleurs est lancée, la campagne de taxe d'apprentissage est lancée aujourd'hui. Voilà, l'université de Caen, pour rappel, ce n'est pas que Caen, même si évidemment les principaux campus sont ici, on en a 5. Il y a également des sites à Alençon, à Lisieux, à Vire, à Saint-Lô et Cherbourg en Cotentin. Sans oublier la station marine de Luc-sur-Mer. Voilà, le Club Phoenix, ça vous donne droit. Donc, c'est une adhésion qui est de fait, qui est gratuite à partir du moment où donc, vous travaillez dans ces domaines-là. Et ça vous donne le droit à plusieurs événements gratuits également, comme les masterclass que nous allons vous présenter aujourd'hui. C'est le troisième du genre. On fait également des conférences table ronde, donc là en physique, qui sont souvent sur nos différents sites, que ce soit donc à Caen ou ailleurs, la dernière étant sur la cybersécurité qu'on a réalisée sur le campus 3 à IF il y a un mois. Et enfin, nous faisons des visites de laboratoire et qui permettent donc de découvrir un peu les richesses justement autour de la recherche, et qui permettent d'appréhender, de découvrir un peu le mode de fonctionnement de nos chercheurs, et pourquoi pas de convertir ça en contrat de partenariat, par exemple, ou contrat de recherche sur des problématiques bien identifiées. Et pour terminer cette présentation du club, c'est vraiment le Club Phoenix se veut très transverse. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui parmi le profil des participants. Voilà, on a des grandes entreprises, on a des collectivités territoriales, on a des TPE, on a des startups, des PME, des ETI. Et c'est ça qui fait la richesse aussi de notre territoire. On vous remercie de nous faire confiance et on espère vous montrer un petit peu toutes nos richesses, en commençant avec Clara Aoun, donc, qui est enseignante chercheuse, maître de conférence, intervenante en sciences de gestion au laboratoire NIMEC de l'Université de Caen. Et aujourd'hui, sa thématique, c'est comment la gestion des ressources humaines peut-elle être socialement responsable pour attirer et fidéliser. Je vous souhaite une excellente masterclass à tous. Je vais partager la présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci Xavier pour cette présentation. Donc, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour la masterclass autour de la RSE GRH. Comment on peut travailler une GRH socialement responsable pour pouvoir attirer et fidéliser des enjeux aujourd'hui qu'on affronte aujourd'hui dans nos structures. Donc, je vais commencer par me présenter très rapidement. Donc, comme Xavier l'a dit, je suis enseignante-chercheuse en GRH. Je suis actuellement à l'IUT, département carrière sociale à Alençon. Notamment, j'interviens pour la formation, coordination et gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Je travaille aussi, je donne des cours à l'IAE en master GRH et avant d'être à l'université de Caen, j'ai pu intervenir dans d'autres universités comme le MN, etc. Concernant mes activités de recherche, donc je travaille au laboratoire de recherche NIMEC, qui est à l'IAE de Caen, qui est un laboratoire en gestion. Mes sujets de recherche sont en lien avec l'emploi, l'employabilité sur le territoire,
l'attractivité des entreprises, la marque employeur, même l'attractivité des métiers, notamment des métiers en tension, les services à la personne par exemple, la GRH partenariale, territoriale et la RSE. Donc, je travaille mes recherches selon une démarche de recherche-action, intervention, prospective. L'objectif de mes recherches, c'est que mes recherches puissent être utiles pour les acteurs du monde professionnel. Donc, à la suite des recherches, que je puisse apporter des connaissances intéressantes pour le monde académique, mais surtout des solutions aussi pour les acteurs professionnels. Donc, par exemple, j'ai pu faire un travail de diagnostic territorial dans le cadre de mon projet doctoral à la communauté de communes de Cœur de Nacre, pas très loin de Caen, qui voulait donc travailler sur un projet territorial au service de l'emploi, que ce soit pour les entreprises, des services à la personne, mais aussi pour le demandeur d'emploi. Donc, ce diagnostic territorial a permis de créer un groupe de travail entre des entreprises, un groupe qui était temporaire, avec qui on a pu monter aussi des ateliers RH. Autre projet, c'est aussi un accompagnement de TPE, PME situés dans un parc d'activités qui souhaitaient monter un club d'entreprise, coopérer, travailler ensemble et intégrer la RSE pour pouvoir attirer, et donc attirer aussi l'attractivité du territoire sur ce parc d'activités. Actuellement, je travaille une étude avec d'autres collègues auprès d'entreprises normandes sur les thématiques de difficultés de recrutement. Donc, au cours de mon activité, avant d'être... Donc, j'ai pu aussi travailler un peu en entreprise, être community manager, avant donc d'arriver à l'université. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, donc aujourd'hui par rapport à la RSE. On a juste des petits problèmes techniques, mais ça va. C'est bon? Oui. Donc, voilà, c'était ma présentation. Parfait. Donc, très bien, élément historique. Donc, je vais commencer la présentation pour parler de la RSE. Déjà, la RSE dans son contexte historique et pourquoi aujourd'hui on parle de RSE et GRH, les enjeux. Donc, aujourd'hui, comment une GRH peut être engagée dans une démarche de RSE à travers deux focus, l'employabilité, l'amélioration des conditions de travail. Et l'objectif à la fin, c'est de pouvoir vous fournir des exemples, une boîte à outils et de réfléchir, OK, par où commencer? Et à la fin, donc, on aura du temps d'échange, des questions. Donc, n'hésitez pas de noter toutes vos questions. Comme ça, on aura l'occasion à la fin de la masterclass de les aborder ensemble. Donc, la RSE, d'où ça commence? Ça commence par le rapport Brundtland. C'est un rapport qui avait comme objectif de réfléchir donc à un avenir à tous, pouvoir donc satisfaire les besoins de tout le monde, les besoins actuels, mais sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. L'objectif aussi, c'est d'apporter une amélioration de la qualité de vie avec une notion donc de durabilité, de bien-être commun et donc de la non-exploitation d'autrui. Ce rapport, donc, il a invité aussi les entreprises à revoir leurs modes et pratiques de production et de management pour pouvoir s'aligner aux enjeux du développement durable. Les enjeux du développement durable, c'est-à-dire concilier le développement économique, la protection de l'environnement et aussi l'équité sociale. Donc, l'objectif du développement durable et de ce rapport-là, donc de pouvoir réfléchir, de pouvoir inviter les entreprises à réfléchir comment on peut revenir aux fondements éthiques en intégrant le capital humain aussi comme une variable importante dans tout ce qui est activité de production, etc., activité commerciale. Donc, le développement durable mène aujourd'hui l'entreprise à réfléchir aussi à ses activités, à ses relations avec ses parties prenantes, que ce soit les employés, que ce soit la communauté, que ce soit les fournisseurs, les clients. Notamment avec la norme ISO 26000. La norme ISO 26000, aujourd'hui, depuis longtemps, ça évolue. Il y a plusieurs normes au fur et à mesure en cours qui s'adaptent aussi aux enjeux actuels, etc.
invite les entreprises à réfléchir à des questions centrales comme la gouvernance de l'organisation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une gouvernance démocratique, transparente, les droits de l'homme et les relations aux conditions de travail. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, la RSE et la GRH, donc les employés sont une partie prenante non négligée à prendre en compte pour garantir aussi un travail décent, ce que l'Organisation internationale aussi de travail a invité les entreprises à faire, garantir un travail décent. Donc, on va maintenant un peu, je souhaite vous présenter aujourd'hui la GRH à travers quel axe, quelle action, quelle politique elle peut s'engager, quelle thématique dans une démarche RSE avant de rentrer par la suite dans quelques détails. Donc, premier thème, on pourrait réfléchir à la politique salariale. Donc, par rapport au niveau des salaires, par rapport à l'équité externe des rémunérations, est-ce que moi, en tant qu'entreprise, j'ai une politique de rémunération plutôt favorable par rapport à d'autres entreprises de mon secteur d'activité, de mon secteur géographique? Deuxième élément de réflexion aussi, c'est par rapport à la structure interne de la rémunération. Est-ce que à poste égal, je rémunère d'une façon égale? Est-ce qu'il y a des différences salariales entre les femmes, les hommes, etc.? Et aussi, est-ce que je suis en train de reconnaître les compétences de mes collaborateurs à travers des propositions d'évolution, des primes, etc. Donc, vraiment des vrais questionnements autour de la politique de rémunération et la politique salariale. D'autres questionnements peuvent être aussi autour de tout ce qui est climat social, le comportement des collaborateurs en entreprise. Les collaborateurs, comment se sentent? Est-ce qu'ils se sentent impliqués, motivés? Est-ce qu'ils se sentent vraiment appartenir à l'entreprise? Donc là-dessus, par exemple, des entreprises peuvent faire des enquêtes de départ, des entretiens ou des enquêtes vraiment des questionnaires de départ pour comprendre qu'est-ce qui a poussé le collaborateur à partir, pour réfléchir à ce qu'on peut faire pour pouvoir vraiment travailler la fidélisation et la satisfaction des personnes. D'autres actions, par exemple, c'est de réfléchir aussi par rapport à l'absentéisme, vraiment mener une vraie politique pour prévenir contre l'absentéisme. Autre idée, ça pourrait être aussi travailler l'image sociale de l'entreprise, une entreprise qui s'engage, qui s'ouvre aux acteurs de l'écosystème de la formation, à travers ce qu'on fait, par exemple, ici, ensemble, le Club Phoenix, par exemple, on met en relation des stagiaires avec des entreprises, et même au-delà de ça, pourquoi pas travailler avec des lycées, des collèges pour la découverte des métiers, aujourd'hui pour l'orientation scolaire, professionnelle, etc. D'autres actions aussi, c'est de pouvoir aider, encourager les collaborateurs à s'engager dans des activités, des engagements bénévoles au service de la société et aussi des activités qui pourraient être utiles pour les collaborateurs pour découvrir autre chose, s'épanouir et enrichir leur portefeuille de compétences. D'autres éléments, ça consiste vraiment à la valorisation du collaborateur, notamment ses compétences et les conditions de travail. Donc, par exemple, ici, avec la politique et la gestion, tout ce qui est GPEC, et aujourd'hui, on parle de GEPP. Donc, il s'agit de se poser la question, aujourd'hui, moi, mon entreprise, comment elle évolue? Quels sont les nouveaux secteurs d'activité, mes nouveaux clients, etc. Donc, il s'agit de réfléchir et d'anticiper les conséquences sociales de mes choix stratégiques par rapport à l'emploi de mon personnel, des collaborateurs, pour pouvoir par la suite ajuster, proposer des actions, par exemple de reclassement, de mobilité, de formation, pour que ces choix stratégiques n'aient pas des conséquences négatives sur les collaborateurs. Autre point aussi, c'est le recrutement et l'intégration à travers des politiques de diversité, d'égalité professionnelle, et notamment l'intégration des personnes en situation de handicap, des personnes aussi, peut-être des anciens détenus, des stagiaires, des demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi. Concernant donc l'employabilité, qui est un vrai enjeu qu'on va en parler par la suite, il s'agit de réfléchir, moi en tant qu'entreprise, quelle action je suis en train de mettre en place, que ce soit formation, management ou autre, pour pouvoir donc développer et maintenir l'employabilité de mes collaborateurs, que ce soit au sein de mon entreprise, mais aussi en dehors. Un focus aussi sur l'employabilité des seniors. Donc, c'est un point très aujourd'hui intéressant pour la RSE.
Comment j'arrive à, par exemple, pour les métiers pénibles, à pouvoir proposer des missions qui peuvent être plus adéquates à des problématiques de santé pour les seniors, par exemple. Est-ce que, par exemple, je les mets sur des fonctions du tutorat? Est-ce que je les forme pour qu'ils deviennent plutôt, par exemple, des cadres, des managers, etc. Et là-dessus, donc, la formation joue un rôle très important à travers le plan de développement des compétences et tous les dispositifs de formation aujourd'hui qui sont à notre disposition. Et en fait, vous cotisez aussi pour ça. Donc, il est nécessaire aussi de voir avec les OPCO, etc., comment vous pouvez de plus en plus travailler votre plan de développement des compétences et même aussi à travers la mobilisation de certains dispositifs qui peuvent être à la demande des collaborateurs comme la VAE et le CPF. Et pour finir sur la formation, donc réfléchir à comment former aussi sur les nouvelles technologies et mettre à jour les compétences des collaborateurs. Enfin, un point très intéressant, c'est les conditions de travail et l'organisation du travail. Est-ce que dans mon organisation de travail, dans le système des réunions, etc., est-ce que je suis en train de favoriser une flexibilité des horaires, une conciliation entre vie privée et vie professionnelle? En tout cas, ce sont des sujets aujourd'hui très demandés par tous les collaborateurs jeunes et moins jeunes. Autre élément aussi, c'est une organisation apprenante. On a envie d'aller travailler, de travailler en collectif, apprendre de nouvelles choses, expérimenter, et un plan d'amélioration des conditions de travail, déjà prévenir contre les risques professionnels, psychosociaux, etc. Donc, on aura l'occasion de faire un focus sur l'employabilité et les conditions de travail par la suite. Donc, pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à la RSE et pourquoi il est important pour vous en tant que manager, directeur RH de dire la RSE, en fait, quel que soit le format d'engagement à travers des labels ou pas, j'ai envie d'insuffler des pratiques RH, en fait, socialement responsables. Pourquoi? Parce que, en effet, c'est le personnel qui est créateur de valeur. Le personnel, c'est un facteur de performance. C'est grâce à la mobilisation du capital humain, du savoir, savoir-faire, savoir-être, et même, je souhaite parler du vouloir agir, du pouvoir agir, donc la motivation, l'implication et le plaisir de travailler, et finalement, on arrive à avoir des bonnes prestations, des services et des produits qui satisfont les attentes des clients. Donc, il est important de réfléchir aux conditions organisationnelles, managériales, pour pouvoir favoriser cet échange. Donc, moi, en tant qu'entreprise, je m'engage pour respecter vos attentes, pour votre épanouissement. Et dans le cadre de cette relation d'échange, donc le collaborateur va se sentir reconnu, respecté et va aussi s'engager auprès de son entreprise. Autre enjeu, notamment aujourd'hui, par rapport à un monde de travail qui change très rapidement, avec des difficultés de recrutement, des difficultés de fidélisation, sans parler aussi des métiers en tension qui n'arrivent pas à recruter en raison d'une faible attractivité ou des représentations sociales négatives, ou même des compétences aujourd'hui rares. Donc, on ne trouve plus les candidats avec des compétences dont on a besoin. Autre chose aussi, ce sont les nouvelles attentes, des nouvelles générations. Donc, par rapport aujourd'hui, le travail, effectivement, tout est relatif. Il ne s'agit pas ici de généraliser, bien sûr, on est toutes et tous différents. Mais effectivement, on s'aperçoit aujourd'hui que le travail occupe une place importante dans notre vie, mais ce n'est pas la place primordiale. Donc, c'est pour ça il s'agit ici de réfléchir comment je peux, à travers la RSE, et les valeurs, les pratiques que je suis en train de mettre en place, répondre aux nouvelles attentes des collaborateurs pour leur donner envie de venir. Parce que les collaborateurs aujourd'hui cherchent du sens au travail, cherchent un développement des compétences, une conciliation de vie privée, vie professionnelle. Et ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, à travers l'étude qu'on est en train de mener auprès des entreprises normandes, que la notion du CDI commence à changer. Donc, c'est pour ça qu'il est important de travailler sur plutôt l'engagement affectif des collaborateurs à travers des pratiques socialement responsables, attractives, l'employabilité, les conditions de travail, sans oublier un autre élément qu'aujourd'hui, il n'y a plus de tabou. Les collaborateurs qui ne sont plus contents parlent entre eux, parlent à d'autres personnes. Et en plus, avec les réseaux, on peut tout savoir finalement.
Donc, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de prendre du temps pour réfléchir à comment on peut faire mieux pour pouvoir vraiment travailler donc l'attractivité. L'attractivité. Qu'est-ce que c'est l'attractivité? Donc, l'attractivité, c'est une attitude affective positive vis-à-vis d'une organisation qui est associée à la motivation de construire une relation avec l'organisation. Donc, les futurs salariés, ils vont se dire, oui, j'ai envie de m'engager pour travailler avec cette entreprise, d'avoir une relation avec l'entreprise et de faire partie de son personnel. Donc, la RSE, elle est liée déjà aux avantages qu'un employé, qu'un futur salarié perçoit à travailler pour une organisation spécifique. Un point très important, donc, effectivement, il y a les avantages et les efforts réalisés. Mais aussi, il y a, pour pouvoir être visible, vous, en tant qu'entreprise, réfléchir à comment je peux être visible, lisible à travers la communication, le marketing RH, la marque employeur. Donc, l'objectif finalement aussi de l'attractivité, de donner envie de venir travailler chez vous et dire, voilà, à travers mes valeurs, mes pratiques, mes avantages que je vous accorde, la confiance entre nous, je m'estime, j'espère en tout cas être pour vous le meilleur employeur de votre choix. Donc, et là-dessus, la RSE, c'est vraiment un levier pour venir revoir notre mode de management et d'organisation, notre culture, notre ADN, notre identité, notre pratique, pour que finalement, que ce ne soit pas que des valeurs écrites sur papier, mais que ce soit vraiment des pratiques conformes aux promesses et aux valeurs pour pouvoir s'engager dans des politiques et des actions vraiment qui prennent en compte la dimension humaine et qui intègrent les enjeux sociaux. Aujourd'hui, les collaborateurs sont attirés par ces sujets-là. Donc, à travers, comme on l'a dit, la rémunération, la promotion, la conciliation vie privée, vie professionnelle, la prévention contre les risques psychosociaux. Donc, la RSE renforce la capacité des organisations aujourd'hui à attirer des nouveaux collaborateurs, notamment avec un marché à emploi qui est en mutation. La RSE permet de travailler l'engagement affectif. Donc, aujourd'hui, dans les théories qu'on voit avec les chercheurs en GRH et même psychologues sociaux, ils expliquent comment la RSE renforce la capacité des organisations à attirer des nouveaux collaborateurs à travers plusieurs théories. Je choisis aujourd'hui 2 théories rapidement pour argumenter donc, cette masterclass et la notion de RSE et attractivité. Donc déjà, aujourd'hui, nous, en tant qu'individus, on va être attirés donc, à travailler dans des organisations qui ressemblent à nos valeurs, qui ressemblent à qui on est. Donc, il y a cette notion de fit, d'adéquation entre individu et organisation. Plus cette adéquation, ce fit est fort, plus je vais avoir envie d'aller jusqu'au bout de mon processus de recrutement, m'intégrer dans l'entreprise, passer la période d'essai et rester. Plus j'ai envie de rester dans mon entreprise. Donc là, il s'agit aussi d'aller au-delà du recrutement, même fidéliser. Autre théorie, c'est l'identité sociale. Les études montrent qu'aujourd'hui, que les individus qui sont heureux à travailler dans les entreprises qui ressemblent à leurs valeurs, vraiment sont vraiment heureux et ça se voit et ça, à travers les études que ces collaborateurs expliquent qu'ils ressentent une estime de soi, une fierté de travailler dans une entreprise qui ressemble à leurs valeurs. Donc, il s'agit vraiment ici d'une identité sociale, d'une fierté, d'une estime de soi qui pousse les personnes à rester aussi dans les entreprises parce que je suis fière de travailler donc, dans cette entreprise. Donc, alors, on va un peu parler donc, de l'employabilité. On a vu un peu la RSE, le développement durable, la RSE GRH, globalement, les enjeux, l'attractivité. Donc, je souhaite maintenant avec vous un peu parler de l'employabilité pour qu'on puisse se poser quelques petites questions. Donc, ce serait aussi l'objectif d'approfondir peut-être à la fin, les 10 dernières minutes, certains éléments qui vous paraissent importants. Et donc, après, on va parler donc, des conditions de travail. C'est quoi l'employabilité? Donc, l'employabilité, c'est l'interaction des compétences des salariés avec ce que l'entreprise peut offrir aux salariés en termes de GRH, de management, pour les aider
accéder à un emploi, à surtout ici dans le cas là, parce qu'on est déjà dans l'emploi, donc maintenir notre emploi, avoir des compétences à jour, voire pouvoir évoluer, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'extérieur. Donc, il s'agit déjà, quand on parle d'employabilité, par exemple, pour les demandeurs d'emploi, c'est l'accès à l'emploi. Mais ici, il s'agit de réfléchir, OK, les collaborateurs sont chez nous, donc comment je vais les aider à maintenir l'emploi et évoluer. Premièrement, on va parler donc de la formation et de la gestion des compétences et le développement professionnel qui est en fait une des bases aujourd'hui pour travailler et pour développer l'employabilité des collaborateurs. Donc, par rapport à cette gestion des compétences et développement professionnel, au-delà des dispositifs de formation et du plan de développement des compétences que vous menez au sein de vos entreprises, donc je souhaite un peu parler et faire un focus sur l'intérêt et le rôle plutôt du manager, donc l'encadrant de proximité, à pouvoir accompagner le collaborateur et surtout pouvoir, à travers des outils RH, comme les entretiens annuels d'évaluation, les grilles de compétences, l'entretien aussi professionnel, pouvoir, en tant que manager, en coopération avec les RH, vraiment venir dire, est-ce que je connais mon collaborateur, est-ce que je connais ses compétences, est-ce que déjà aussi, moi, en tant que manager, je connais les compétences du poste, est-ce que je suis aussi capable de dire comment le poste va évoluer et les compétences vont évoluer plus tard pour par la suite me poser la question comment je peux donc accompagner le collaborateur dans son employabilité et donc le former, peut-être à travers aussi du tutorat ou autre, pour pouvoir donc avoir des compétences à jour en adéquation avec l'évolution du poste et surtout aussi se poser la question, finalement, le collaborateur, c'est quoi son potentiel? C'est quoi ses motivations? Donc, l'objectif aussi, c'est de pouvoir allier tous ces moments d'échange et on va dire, de diagnostic de compétences à la politique de l'entreprise et à la stratégie RH à travers, par exemple, la GPEC, les mobilités internes. Donc, ce sont des sujets, j'imagine, que vous faites dans vos entreprises. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions à la fin. Deuxième élément, donc, autre que la gestion des compétences et le développement professionnel, il s'agit de réfléchir vraiment à l'organisation. Moi, en tant qu'organisation, est-ce que je suis dans une organisation souple, transversale, responsabilisante? Est-ce que dans le management, je laisse une marge d'autonomie aux collaborateurs pour s'expérimenter? Est-ce que je laisse des moments pour travailler en équipe et apprendre ensemble? Est-ce qu'il y a aussi des moments où on débriefe en équipe pour apprendre l'un de l'autre? Et en tant que manager, est-ce que je suis juste là pour voir finalement si les objectifs ont été atteints ou plutôt je suis là aussi pour vraiment incarner un management qui est plutôt ouvert, transversal, qui est au service donc de l'épanouissement de tout le monde et du développement des compétences de tout le monde. Donc, une fois on se pose ces questions-là par rapport à toutes ces politiques de formation, mobilité interne et le management et l'organisation qui sont aussi adéquates à cette politique d'employabilité, donc il s'agit de réfléchir jusqu'où j'ai envie d'y aller. Est-ce que j'ai envie aussi d'intégrer l'employabilité au sein de ma politique d'entreprise, dans tout ce qui est accord d'entreprise, les relations sociales, le projet économique social de l'entreprise? Donc, il s'agit vraiment ici de vous poser cette question-là, à quel point jusqu'où j'ai envie d'aller et par quels moyens, par quelle formalisation des outils, etc. Un dernier point qui me paraît intéressant et que je souhaite partager avec vous, donc, c'est adopter une politique de communication transparente. Pourquoi? Parce que quand il y a des changements, notamment vous, au sein de vos entreprises, il y a beaucoup de changements, peut-être des activités qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, des restructurations. Et vous avez envie de vous engager dans une politique d'employabilité pour garantir finalement l'employabilité de vos collaborateurs par rapport à ces choix stratégiques. Donc, le collaborateur, par rapport à tous ces changements, même quand on se dit qu'on a envie aujourd'hui d'avoir 3 formations par collaborateur, le collaborateur peut se dire « mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. À quoi ça me sert la formation ?» C'est pour ça une communication transparente, que ce soit
par des newsletters, des mails et surtout des moments d'échange plutôt face à face sont des choses très importantes pour gagner la confiance des collaborateurs, pour qu'on soit tous être plutôt en accord avec cette politique d'employabilité et pouvoir aussi résister à tout changement. Donc, communication, intégrer l'employabilité dans la politique de l'entreprise, travailler sur la gestion des compétences et aussi, surtout, réfléchir à l'organisation de l'entreprise et le management. Donc, voilà, il s'agit aussi de réfléchir et de ne pas oublier qu'il y a des dispositifs de formation existants. Il y a des informations sur le site du ministère de l'Emploi pour savoir déjà comment, par exemple, pouvoir mettre en place un contrat d'apprentissage, le PROA, qui remplace aussi la période de professionnalisation. Donc, il s'agit vraiment de se dire, je m'informe et si j'ai envie de former mes collaborateurs, OK, dans ce cas-là, pour ce cas, est-ce qu'il s'agit ici plutôt d'un contrat d'apprentissage, d'un PROA ou autre? Donc, les dispositifs de formation sont vraiment là aussi à votre service, en collaboration aussi avec l'OPCO, tout dépend de la taille de votre entreprise, pour pouvoir donc former vos collaborateurs. Ou même aussi initier vos collaborateurs à se former eux-mêmes à travers le CPF, etc. L'entretien professionnel, qui est un levier important pour donc l'employabilité. Donc, l'entretien professionnel, il est différent de l'entretien annuel d'évaluation. L'entretien annuel d'évaluation, ça reste, on va dire, comme un entretien de performance, dont l'objectif est de voir si le collaborateur a pu atteindre ses objectifs, ses difficultés, ses souhaits de formation pour se sentir mieux au travail, pour évoluer, pour, on va dire, mieux maîtriser son poste et, comme je viens de le dire aussi, évoluer plus tard aussi en fonction de l'évolution du poste lui-même. Donc ça, c'est pour l'entretien annuel d'évaluation. L'entretien professionnel. L'entretien professionnel va au-delà donc des atteintes des objectifs et d'une évolution à court terme du salarié pour que finalement le salarié, au bout de 2 ans, puisse maintenir son poste ou évoluer dans son poste. L'entretien professionnel, c'est un vrai moment d'échange sur l'employabilité du collaborateur pour mieux le connaître et réfléchir à son employabilité interne comme externe en dehors de l'entreprise. Donc, dans l'entretien professionnel qui se déroule une fois tous les 2 ans, il s'agit ici de, soit les managers, si les managers le font, ils sont formés pour ça, ou les RH, de venir faire un diagnostic des compétences du collaborateur. Et quand je parle diagnostic de compétences, c'est essayer aussi d'aller au-delà des compétences aujourd'hui mobilisées dans le cadre de l'emploi du collaborateur. Il s'agit ici aussi de faire un focus sur les compétences extra-professionnelles. Le collaborateur, peut-être, je ne sais pas, à travers ses activités avant, je ne sais pas, scout ou autre, animateur, BAFA, a pu vraiment développer, en fait, mettre en place des activités ludopédagogiques, des compétences d'animation. Donc, il s'agit vraiment ici d'essayer de voir le potentiel du collaborateur, qu'est-ce qu'il sait faire et qui il est humainement au-delà de son travail. Et même, c'est intéressant pour vous pour dire, OK, voilà, je sais que peut-être cette personne-là peut être utile finalement et peut être bien en lui affectant telle ou telle mission. Donc, l'entretien professionnel, je répète, mais vraiment, je souhaite insister, c'est vraiment, il s'agit ici d'aller au-delà du simple savoir-faire, savoir-être aujourd'hui du poste, mais de prendre le collaborateur dans une dimension, on va dire, un peu exhaustive et voir aussi avec le collaborateur qu'est-ce que j'ai envie de faire après, c'est quoi mon vouloir faire, quelles sont mes compétences préférées, en fait, où j'ai envie d'évoluer. Et dans l'entretien professionnel, donc, l'objectif aussi, c'est finalement d'initier, parler au collaborateur, de lui dire, voilà, aujourd'hui, il y a des dispositifs de formation à ta disposition. Il y a par exemple le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, parce qu'effectivement, manager et RH, finalement, notre rôle s'arrête quelque part, donc on ne peut pas tout faire aussi. Donc, pour cela, il y a le CEP qui peut être utile pour les collaborateurs qui ont envie d'évoluer, de se former,
pour les collaborateurs qui ne savent pas par où commencer, quel dispositif de formation mobiliser. En tant que manager RH aussi, vous pouvez parler de la VAE. Donc, c'est la validation de l'acquis par l'expérience qui permet aux collaborateurs de valider ces expériences, d'avoir un diplôme. C'est une reconnaissance, c'est une confiance en soi et c'est important pour son employabilité. Donc, voilà, l'entretien professionnel, diagnostic des compétences, plus parler un peu aussi des dispositifs de formation. Juste un petit détail pour l'entretien professionnel. Donc, il s'agit ici vraiment, avant de mettre en place cette série d'entretiens professionnels avec vos collaborateurs, de lancer la campagne. Vous, RH, vous avez un rôle primordial de communication, de mise en confiance, de formation pour les managers, parce qu'effectivement, on n'est pas tous formés. Finalement, notre rôle s'arrête aussi quelque part, donc on ne peut pas tout faire. Parfois, il y a des lois qui viennent très vite et l'objectif, c'est commencer vraiment petit à petit à mettre en place des choses. Et ça commence donc par une campagne, une communication, une formation, une préparation, pour après donc dérouler l'entretien. Et après cet entretien, il s'agit donc de collecter toutes ces informations du collaborateur pour pouvoir par la suite réfléchir à les politiques de gestion, de la mobilité, etc. Et si vous avez des systèmes, des SIRH aussi dans vos entreprises, donc les SIRH pourraient vous être utiles pour pouvoir donc intégrer ces informations et gérer les compétences et les carrières. Donc voilà, pour l'employabilité, pour les dispositifs de formation et pour l'entretien professionnel. Donc, maintenant, on va parler d'une fonction RH socialement responsable qui offre des bonnes conditions de travail. Les conditions de travail, c'est quoi? Les conditions de travail, donc il s'agit de réfléchir déjà aux aspects matériels, que ce soit les contraintes physiques, le port de charges lourdes, les conditions sanitaires, la chaleur, la température, les bruits, etc. Il s'agit aussi de réfléchir à des aspects plutôt aussi psychosociaux. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, on parle du burn-out, etc., RPS de plus en plus. Donc, d'essayer de voir aujourd'hui, est-ce que les collaborateurs se sentent bien dans leur relation avec les clients, les fournisseurs, les patients? Est-ce que le collaborateur aujourd'hui se sent utile dans son travail? Est-ce qu'il trouve un intérêt dans son travail? Parce que quand on ne se sent pas utile, on ne voit pas d'intérêt, on est plutôt dans l'ennui. Avant, on parlait du burn-out, maintenant, on parle du burn-out et d'autres aussi concepts. Ouais, et enfin, pour les conditions de travail, il s'agit donc de réfléchir aussi aux aspects organisationnels, le temps du travail, le rythme du travail, l'alternance, la marge d'autonomie. Donc, c'est une petite grille que vous pouvez en fait enrichir par rapport à vos secteurs d'activité. Et donc, moi, en tant qu'entreprise, comment j'arrive à donc garantir des aspects, en fait, voilà, travailler des bonnes conditions de travail, finalement, ça va plutôt soit impacter positivement, soit négativement la santé psychique et physique de mes collaborateurs. C'est pour ça qu'il est important de réfléchir à tous aspects matériels, psychosociaux et organisationnels. Rapidement, les risques psychosociaux, donc, comment on peut les voir, comment on peut les mesurer. Déjà, à travers, on va dire, les exigences du travail. L'exigence du travail, c'est l'intensité et la complexité du travail. Est-ce que le collaborateur, finalement, reçoit des objectifs clairs ou pas? Est-ce que les délais des objectifs sont clairs, sont suffisants? Est-ce qu'il y a une surcharge de travail? Est-ce que les horaires sont intenses? Et une question très importante aujourd'hui, tout dépend aussi des fonctions et des postes des personnes, c'est l'interruption régulière. L'interruption régulière, donc les mails, les appels téléphoniques, etc. Parfois, vraiment, ça peut être lourd et ça peut vraiment mener à un risque psychosocial. Et c'est pour ça, parfois, je ne prends pas le télétravail, même si ça pourrait être utile pour certaines fonctions, mais c'est bien parce que finalement, ça laisse les personnes peut-être le moment de s'isoler, entre guillemets, pour réfléchir, ne pas être interrompu et avancer dans des dossiers importants. Donc, pour éviter ces exigences lourdes du travail. Donc, autre aussi questionnement par rapport à risque psychosocial pour pouvoir les mesurer et les observer, c'est de voir finalement est-ce qu'on forme suffisamment aussi les collaborateurs à tout ce qui est intelligence émotionnelle,
comment j'arrive à gérer mes émotions. Parfois, on fait face, tout dépend des métiers, à des moments, je ne sais pas, c'est des fins de vie, des choses tristes. Donc, en fait, comment le collaborateur va devoir gérer tout ça, en fait, finalement aussi masquer ses émotions, etc. Donc, c'est ce sujet très intéressant et par la suite, ça peut mener à réfléchir quel plan de développement de compétences, quel atelier je peux mettre en place pour pouvoir, en fait, prévenir contre les risques psychosociaux. Tout ce qui est aussi autonomie, marge de manœuvre. Est-ce que les compétences du travailleur sont vraiment suffisamment utilisées pour le collaborateur déjà? Et autre élément, ça va être concernant le collectif au travail, concernant les rapports sociaux. Et enfin, donc, un sujet très important, c'est le conflit de valeurs et la qualité empêchée. Il y a beaucoup de collaborateurs qui se sentent mal au travail parce qu'ils estiment qu'ils font un travail rapide, sans aller jusqu'au bout et sans vraiment un travail qui va leur permettre de s'épanouir. Donc, rapidement, quelques idées, on pourra échanger là-dessus après. Donc, comment concrètement mettre en place des outils, des actions simples aussi, simples plus ou moins, économes plus ou moins, voilà, pour pouvoir finalement mettre en place des pratiques socialement responsables, attractives, donc qui respectent donc les collaborateurs. Donc, par exemple, ça va être la diversification du travail, peut-être pendant une semaine ou je ne sais pas, 2 jours, les collaborateurs qui souhaitent aller découvrir et réaliser des missions au sein des différentes structures du groupe. Donc, on peut les missionner, les détacher, découvrir autre chose. Peut-être aussi travailler sur l'autonomie, la délégation de certaines tâches, même les réunions, etc. Pour les conditions de travail, donc, de ce qu'aujourd'hui je vois dans les entreprises, des pratiques par exemple où il y a une intervention, tout ce qui est psychologue, sophrologue, des ateliers pour le bien-être, des team building. Autre élément, c'est par rapport à des avantages et des récompenses financières. Donc, par exemple, pour les collaborateurs qui s'engagent à être tuteurs de stage ou juste tuteur dans le cadre d'un parcours d'intégration d'un nouveau collaborateur. Donc, des primes accordées, des primes de conversion d'un contrat court à un contrat long, les primes même de cooptation, donc quand le collaborateur participe aussi au recrutement. D'autres idées, ça pourrait être donc des chèques cadeaux, des tickets resto, des participations aux frais de la garde d'enfance, de la mutuelle. Et aujourd'hui, donc, avec les problématiques de l'essence, de la pollution, etc., donc, il y a aujourd'hui de plus en plus des entreprises qui s'engagent donc, pour tout ce qui est location de vélos, voitures électriques, bornes de charge. Donc, il y a des bornes de charge dans les parkings, participation à des frais de transport en commun et des primes pour mobilité douce. Autre pratique aussi, le covoiturage, que ce soit dans l'entreprise, mais même inter-entreprise, parfois des petites entreprises, surtout pour des TPE, PME, voisines. En fait, finalement, mettre en relation les collaborateurs et les collaborateurs inter-entreprises d'un même secteur d'activité, parc d'activité par exemple, s'organisent des covoiturages. Des actions logement. Donc, des actions logement, par exemple, avec l'acteur Camp Normandie, en fait, propose pour des entreprises qui souhaitent recruter, par exemple, de pouvoir accompagner les futurs collaborateurs ou même les collaborateurs tout court dans des projets de déménagement ou autres. Et cela est très important, notamment quand l'entreprise recrute des personnes qui viennent, par exemple, en dehors du territoire. L'objectif, c'est d'accompagner le collaborateur pour s'installer, mais aussi pour la famille, le partenaire, etc. Donc, il y a de plus en plus des actions logement pour finalement pouvoir attirer et faciliter et recruter. D'autres problématiques, donc, les aidants. Donc, avec une société de plus en plus vieillissante, un enjeu de maintien à domicile. Donc, les aidants avec la surcharge mentale, en plus, ils ont des enfants, voilà. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui s'engagent à travers des actions comme des aménagements des horaires. Parfois, il y a des moments de partage, de témoignages, des tutoriels, des guides et même des nominations référents aidants. Et ces entreprises-là peuvent faire appel aussi à d'autres acteurs
privés ou publics pour pouvoir les accompagner dans des projets, donc accompagnement aux aidants. Sans oublier aussi l'accompagnement donc à la parentalité, que ce soit à travers la formation des managers pour savoir un peu comment pouvoir être flexible, peut-être à travers aussi des ateliers d'échange entre les collaborateurs, les nouveaux parents, et même des chèques cadeaux sérénité. Un petit focus pour les TPE, PME et autres actions, donc je vois l'heure qui passe. Donc, pour finir rapidement, ce que je souhaite vous dire parmi aussi la RSE, des actions qui sont très simples, c'est que vos collaborateurs sont vos ambassadeurs. Et vous, quand vous êtes dans une logique de RSE, donc je suis en train de réfléchir en tant qu'entreprise, comment je peux les valoriser, les impliquer dans mes démarches de recrutement. Donc déjà, c'est valorisant pour eux. Et de deux, c'est un vecteur de marque employeur, parce que c'est souvent le candidat qui est capable finalement de parler de son métier avec le collaborateur. Donc, cet échange-là, il est bénéfique pour vous, même pour les collaborateurs, pour les valoriser. L'organisation hybride responsable, donc, bien sûr, avec toutes ses limites. Donc, pour déjà, ça permet d'équilibrer vie privée, vie professionnelle, les coûts d'essence, etc. D'autres idées pour les TPE, PME, c'est de voir si, par exemple, vous pouvez appartenir à des entreprises ou des groupes de CSE, interentreprises, de mutualiser peut-être des recrutements, des fonctions support, un référent RSE au niveau de plusieurs entreprises, peut-être situées dans un territoire, donc à proximité, ou peut-être dans un secteur d'activité avec vos branches. Mutualiser certains avantages comme des chèques cadeaux, donc des chèques cadeaux qui permettent aux collaborateurs d'aller consommer, même local. Donc ça fait partie de la RSE. Donc consommer chez les boutiques locales, par exemple. Donc, pour conclure, donc la RSE, c'est large, ça englobe tout. Par où commencer et comment faire? L'objectif, c'est de ne pas finalement prendre une baguette magique au copier-coller. Il s'agit vraiment de faire comme une introspection, un diagnostic, de se dire, OK, c'est quoi mon secteur d'activité? Je pars sur des éléments objectifs. Quelles sont les attentes des collaborateurs? C'est quoi les avis et les attentes des managers? C'est quoi finalement l'âge, l'activité que j'ai, etc. J'implique tout le monde. Je me documente, j'explore, j'expérimente et je me dis, OK, voilà, j'ai tous ces éléments concrets. Voilà aussi ma culture d'entreprise, mon histoire. Et donc, voilà ce que je peux faire. Voilà mes axes prioritaires. Commencer simple, petit, avec des jalons, dans une démarche d'amélioration continue, un accompagnement de tout le monde, des retours réguliers. Donc, vous aurez les diapos, les supports avec nos coordonnées à la fin de cette masterclass. Donc, aujourd'hui, c'est ce que je remarque dans mes études, que les entreprises souhaitent de plus en plus être sensibilisées, mais elles ne savent pas par où commencer. Il y a parfois le volet de la RSE écologique qui prime sur le social, tout simplement parce qu'il y a aussi des enjeux financiers parfois derrière. Et dans des structures où il n'y a pas aussi une structure RH, donc il y a un manque de temps, de budget, de moyens. Mais il faut savoir que le plus important, c'est de jouer la transparence, commencer simple, impliquer tout le monde et vous pouvez vous faire accompagner par les acteurs de l'écosystème, comme par exemple, ce sont des acteurs ici associatifs publics à votre disposition, par exemple COP Emploi pour tout ce qui est recrutement, intégration, maintien de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cette masterclass vous a été utile et j'étais contente de partager en tout cas un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup avec vous. Donc, on va maintenant laisser un peu de temps pour les questions. Donc, vous pouvez prendre la parole. Alors, merci à vous. Bonjour. Après, je pense qu'il y aura peut-être d'autres idées qui vont émerger pour la suite. Donc
Oui, Donc, bonjour. n'hésitez pas de poser Donc, vos vous m'entendez ou questions pas? dans le chat ou à l'oral ou de commenter, de dire ce que vous ressentez, c'est quoi aujourd'hui vos obstacles, qu'est-ce que vous faites, quels conseils vous pouvez vous donner aux autres entreprises aujourd'hui qui sont là parmi nous, quel sujet peut-être vous intéresse le plus par la suite. S'il y a pas de questions, merci beaucoup, Les- Clara J'avais une Aoun, pour question, mais cette est-ce que la question... magnifique masterclass, en effet, très, très complète. Euh, je vois dans le chat, il y a un monsieur qui souhaite parler. Eh bien, on le laisse Vous s'exprimer. n'avez C'est peut-être vous. pas. Allez-y, monsieur. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? euh, On vous entend pas. Peut-être ça vient de nous. Oui. Non. C'est bon là? Oui, c'est Oui. bon. Ouais. En fait, moi j'avais une question. Donc, Vincent Pagliard, je travaille chez Safran, où la partie RSE est pas mal développée et notamment les aspects aussi que vous avez aussi sur lesquels vous êtes venu hein, par rapport à la QVT et à la partie RPS, qui sont des éléments clés aujourd'hui au niveau RH. Moi, la question que je me pose par rapport à la RSE, c'est que euh, est-ce qu'aujourd'hui, on peut mettre l'esprit ou le fait de travailler sur l'esprit d'appartenance et la collaboration transverse dans le cadre d'une politique RSE? Ou est-ce qu'on considère que c'est à part? Je prends un exemple, hein, organiser un événement festif avec les familles, mais autour de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'entreprise. Est-ce que c'est considéré comme étant dans le cadre de la RSE ou est-ce qu'on considère que c'est à part? Oui. Donc, effectivement, en fait, la RSE, c'est vraiment large. Et tant qu'il y a cette valorisation, cette reconnaissance, et tant que finalement, l'objectif de cet événement festif, c'est le bien-être, c'est le collectif. Donc, finalement, ça reste de la RSE. Et je pense qu'on peut vraiment être dans une démarche RSE quand vraiment on organise cet événement avec les collaborateurs. Les collaborateurs s'impliquent eux-mêmes pour imaginer comment ils ont envie de vivre cet événement festif. Donc là-dessus, vraiment, on est dans une démarche, on va dire, full RSE, dans le sens où ce sont les collaborateurs qui s'engagent, qui font des groupes de travail, qui se disent, voilà, on a envie de passer ce moment-là, de faire ci, de faire ça. Donc, tant D'accord. que l'enjeu global, l'objectif de l'action mise en place, finalement, ça mène à l'amélioration des conditions de travail, le bien-être au travail, éviter contre l'expulsion, etc. Donc, on peut dire qu'il y a de la RSE là-dedans. On prend soin de nos collaborateurs. Et encore, si on intègre une méthode participative où vraiment on implique tout le monde, donc là, vraiment, on est vraiment dans cette gouvernance, finalement, participative. Ok, merci. Après, voilà, la RSE, ce n'est pas non plus, notamment quand on parle des RH, une science dure. Donc, il y a des choses qui ne sont pas vraiment aussi mesurables. Donc, même si on essaye de mesurer à travers les études, mais il y a des choses qui ne sont pas mesurables. Donc, on essaye de mettre des indicateurs et autres. D'autres questions? Oui, bonjour, Hélène Chazal du cabinet HDC Carrière, cabinet de conseil RH. Je voulais revenir sur on n'a pas entendu parler de l'intégration des seniors, toute cette partie plan senior tout en cours. Comment on peut intégrer en effet le sujet de la fidélisation et les fins de parcours dans une démarche RSE, selon vous? Oui, en effet, donc, c'est vraiment un vrai objectif de la RSE parce que c'est l'employabilité des seniors, le maintien dans l'emploi. Après, il peut avoir plusieurs actions, tout dépend du secteur d'activité aussi, des métiers pénibles ou pas. Mais aujourd'hui, les entreprises peuvent, par exemple, accompagner les seniors pour pouvoir monter en compétences, devenir des tuteurs, eux-mêmes former, transmettre le savoir-faire. Donc déjà, c'est quelque chose de gratifiant pour un senior qui a passé, imaginons, des années et des années dans l'entreprise, transmettre son savoir-faire. Et de deux, donc, ces activités-là de transmission, du tutorat ou autres, ce sont des activités qui vont être plus compatibles à sa santé, notamment de santé physique dans certains métiers. Donc, mais effectivement, donc, il y a aussi des limites
Donc, par rapport comment on va occuper les personnes finalement. Mais tout dépend donc de la taille de l'entreprise aussi, du nombre de seniors, des projets en cours pour savoir comment finalement enrichir des missions polyvalentes aux seniors. Après aussi, aujourd'hui, il y a le compte de prévention qui permet aussi aux personnes donc de financer une partie. Alors techniquement, je ne suis pas dans la capacité de vous donner des conseils, comment on peut l'utiliser, mais en tout cas, ce compte de prévention, il a 3 objectifs. Donc, participer au CPF pour se former, donc à travers de l'argent supplémentaire. Comme ça, les seniors peuvent peut-être financer des formations. De 2, partir un peu plus tôt à la retraite. Après, aujourd'hui, le sujet de la retraite, c'est un sujet, donc voilà. Et aussi de 3, passer à un temps partiel sans avoir une perte de salaire. Donc après, pour les comptes de prévention, c'est cet argent-là, finalement, sur ce compte, il est comptabilisé en fonction du secteur d'activité et des risques professionnels dans le secteur. Mais tout est sur Internet. Il suffit juste de trouver le bon acteur pour savoir finalement comment mettre les choses en place. Donc il y a des choses, il faut se renseigner, voir les acteurs, etc. Merci. Je vous en prie. Donc, j'ai vu qu'il y avait une question en haut. Très concrètement, comment conseille-je une dernière? Donc, si j'ai bien compris la question, donc un peu c'est par où commencer, comment lancer. Oui, effectivement, vous pouvez déjà commencer par vous dire aujourd'hui, c'est quoi mes problématiques? S'il y a de l'absentéisme, pourquoi, ce que vos collaborateurs vous disent, pour savoir dans quel chantier vous souhaitez commencer à travailler. Et aussi, donc, faire des groupes de travail pour pouvoir, avec, je ne sais pas, peut-être les représentants du personnel, les collaborateurs, la direction, dire, OK, sur ce sujet-là, on a un besoin, comment on va s'y prendre? C'est quoi nos moyens? Parce qu'aussi, il y a des choses qui vont développer un budget. Et aussi faire appel aux acteurs en fait, de l'emploi qui, pour des petites entreprises, peuvent les accompagner. Alors, je ne trouve plus le nom du dispositif, mais il y a des dispositifs spécifiques RH pour les TPE, PME, par exemple, qui souhaitent améliorer les conditions de travail, travailler sur le plan de développement des compétences. Je les ai sur mon ordi, mais le nom, je ne les trouve pas. Mais en tout cas, pour vous dire qu'il y a des dispositifs de plus en plus aujourd'hui pour les aussi TPE, PME, pour les accompagner, plus financièrement aussi les accompagner. Oui, on va donc finir par cette dernière question. Donc, effectivement, non, pas vraiment, parce que moi, dans mes recherches, je m'intéresse plus vraiment à la démarche RSE, à des pratiques, au bien-être finalement, comment ça va impacter les collaborateurs. Donc, effectivement, il y a beaucoup de labels, des acteurs, il y a des labels égalité professionnelle, il y a la FNOR aussi. Donc, effectivement, c'est complexe et les labels peuvent être intéressants parce que c'est une certification finalement. Mais il y a des entreprises aussi qui font très bien les choses sans être aussi labellisées. Donc, parfois aussi, donc voilà. Donc, effectivement, il y a beaucoup de labels et c'est complexe. Après, il faut se renseigner pour savoir finalement, vous, en tant qu'entreprise, sur quoi vous travaillez et quel label vous pouvez finalement, à quel label vous pouvez candidater, vous pouvez avoir. C'est bon. Eh bien, merci, merci à tous. Merci Clara Aoun pour cette magnifique masterclass. Cette vidéo, donc, elle a été enregistrée, sera prochainement en ligne sur le site du club Phoenix de l'université. Un petit mot pour vous faire un petit teasing, puisque le 7 septembre prochain, nous organisons une visite
du plus grand laboratoire de réalité virtuelle de France en milieu universitaire. Et je vous le donne en mille, il est à Caen, sur le campus 1, à la MRSH, la Maison Recherche des Sciences Humaines. On sera 150 personnes et on fait ça en partenariat avec l'agence d'attractivité de la région Normandie. Donc, restez branchés, suivez la newsletter du Club Phoenix pour pouvoir vous inscrire prochainement. On parlait de VA, vous avez parlé de VAE, de CPF, d'alternance. Je rappelle qu'on a plus de 70 formations qui sont ouvertes en alternance, en apprentissage à l'université, dans tout à peu près les domaines d'activité. N'hésitez pas à nous en faire part. Oui, pour la newsletter, vous pouvez... quand devons-nous recevoir les newsletters? Il faut que vous vous inscriviez sur le site du Club Phoenix dans le footer, donc tout en bas du site. Et puis, vous ferez partie de la liste. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, l'alternance 70 formations, la formation continue également. N'hésitez pas à parler de cela. Il y a un catalogue qui est en ligne sur le site formation-pro.unicamp.fr. Je vais le marquer dans le chat pour regarder tout ça. Et puis, n'hésitez pas à penser à l'université et à toutes ses composantes si vous pensez soutenir avec notamment le solde de votre taxe d'apprentissage. Voilà. Eh bien, vous pouvez envoyer... Ouais, vous pouvez nous envoyer un mail. Je vais vous marquer le nom du site et le nom le mail. Et nous, on va communiquer ça à nos collègues qui reviendront vers vous. Donc, ça, c'est l'adresse mail. Et pour le site web, c'est quasiment pareil. Hop. Et là, vous avez accès également au DAEU, le diplôme d'accès aux études universitaires, l'équivalent du bac pour vos salariés notamment qui n'ont pas leur bac, qui ont travaillé depuis. Et c'est une manière aussi de les aider dans leur promotion interne et motivationnelle. Voilà. Eh bien, merci à tous. Merci encore, Clara, d'avoir animé cette masterclass. Et puis, on vous dit donc à très bientôt pour d'autres masterclass et d'autres visites. Au revoir.